Comme le prédisait Henry Kissinger à le début de l'invasion de l'Ukraine, si la Russie mettait à exécution sa menace d'user du feu nucléaire, la face de l'aventure humaine s'en trouverait à jamais bouleversée. Au-delà de l'effet de terreur, il faut comprendre de quoi on parle. Beaucoup de choses ont changé depuis la théorie de la dissuasion a été énoncée, au point que pour certains observateurs, nous serions entrés, selon eux, dans ce qu'ils appellent la troisième ère nucléaire. Mais qu'en est-il vraiment ? Bruno Tertré répond à un certain nombre de questions essentielles dans Pax Atomica, théorie pratique et limite de la dissuasion chez Odile Jacob. Et il est politologue, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Bonjour. Bonjour. Alors, nucléaire, arme ultime ou arme de dissuasion ? Les deux à la fois. Les deux à la fois. Henry Kissinger, que vous citez, avait raison de dire que si d'aventure on employait un État employait pour la troisième fois l'arme nucléaire, la face du monde en serait changée, puisque ça n'est pas arrivé depuis bientôt 80 ans. Donc nous entrerions dans une ère nouvelle, inconnue, dont il est difficile de tracer les contours. Mais ce qui est rassurant, c'est que justement cette arme, elle est restée depuis 80 ans, une arme de dissuasion, c'est-à-dire qu'elle n'est pas employée parce qu'elle est destinée à ne pas être employée. Oui, on remarque quand même que les conflits entre pays possédant l'arme atomique, il y a peu ou pas de conflits finalement. C'est justement la preuve, ou en tout cas, je me méfie du terme de preuve. On n'est pas dans un exercice mathématique, mais en tout cas, cela témoigne du fait que ça a l'air de fonctionner. Autrement dit, dans les siècles précédents, il y avait tous les 10 ans, 20 ans, un conflit entre grandes puissances, les grandes puissances du moment. Aujourd'hui, il n'y a plus d'affrontement direct, en tout cas, il n'y en a pas eu depuis 1945, d'affrontement militaire direct entre les grandes puissances du moment. Il se trouve qu'elles sont dotées de l'arme nucléaire, et donc je pense qu'il y a un lien de cause à effet. Je ne suis pas le premier à le dire, mais j'allais dire que plus le temps passe, plus cette conviction se renforce. On peut quand même imaginer un affrontement entre grandes puissances aujourd'hui, ou c'est totalement Non, c'est pas totalement irréaliste. Écoutez, c'est une activité humaine, donc la dissuasion est faillible par définition. Ça serait un échec de la dissuasion si, par exemple, la Russie et l'OTAN se faisaient la guerre, ou si la Chine et l'Amérique entraient en conflit. Donc, ce n'est pas totalement inimaginable, bien sûr que non. Mais la probabilité est assez limitée. L'arme nucléaire est justement là pour éviter cette escalade aux extrêmes. Et on voit d'ailleurs, par exemple, que la Russie n'a jamais attaqué un pays protégé par l'arme nucléaire, alors qu'elle s'en prend à des États qui ne le sont pas, tels que la Géorgie ou l'Ukraine. Racontez-nous un peu la réalisation de cet ouvrage, Pax Atomica, théorie pratique et limite de la dissuasion. Votre travail... Oh, ça serait très ennuyeux. Non. Votre ouvrage est passionnant, c'est pas vrai. Non, ce que je peux vous dire, c'est que c'est à la fois un condensé de tout ce que j'ai appris sur le sujet depuis une trentaine d'années que je travaille dessus, à la fois dans les administrations, parce que j'ai été habilité, et donc j'ai connu un certain nombre de choses confidentielles dont je ne peux pas faire état, mais qui ne changeraient pas la face du livre si j'avais le droit d'en parler. Oui. Mais c'est une sorte de bilan de tout ce que j'ai appris depuis 30 ans sur le sujet. C'est une réflexion aussi sur les limites de l'exercice, c'est-à-dire que on dit parfois qu'en France, des experts tels que moi sont absolument convaincus que la dissuasion n'échouera jamais. Non, je crois qu'il faut être conscient des limites de l'exercice et surtout de son caractère insatisfaisant, c'est-à-dire que aucun humaniste ne peut se satisfaire du fait que la dissuasion nucléaire, c'est ce qui assure la paix, parce que, en tout cas, la paix, l'absence de guerre entre grandes puissances, puisque par définition, le fait que ce soit une arme extrêmement destructrice, c'est pour ça que la dissuasion fonctionne, n'est pas totalement satisfaisant sur le plan éthique. Vous dites les limites de la dissuasion n'échouera jamais, non. Bien sûr que non, on ne peut pas dire qu'elle échouera jamais, ça serait absurde. Par définition, elle peut échouer puisque c'est une activité humaine. La probabilité est extrêmement faible à mon sens. C'est pour cela que cela vaut la peine de maintenir ces armes. Et de toute façon, le désarmement nucléaire, quand vous en parlez aux Chinois, aux Nord-Coréens, aux Pakistanais, aux Israéliens ou aux Indiens ou aux Russes, ils vous rient au nez. Donc le désarmement nucléaire n'a absolument aucune chance de se réaliser dans un avenir prévisible. La question, c'est plutôt que se passerait-il si cette dissuasion échouait et si quelqu'un employait une arme nucléaire, justement. Est-ce que ça serait nécessairement l'escalade aux extrêmes ? Et je ne le crois pas. Je crois que personne ne peut prévoir de manière
de manière certaine ce qui se passerait à ce moment-là. Moi, ma conviction, c'est que un emploi de l'arme nucléaire, d'une seule arme, que ce soit par la Russie, les États-Unis, le Pakistan, un autre pays, ne suffirait pas à jeter à la poubelle le concept de dissuasion. Peut-être qu'après tout, ça restaurerait la crédibilité de la dissuasion nucléaire, puisque, rendez-vous compte, on n'a pas vu exploser d'armes nucléaires depuis les années 1970. Il n'y a pas eu d'essai dans l'atmosphère depuis lors. Et peut-être que le caractère terrifiant de cette arme, en se manifestant à la face du monde, à un moment où, avec les chaînes d'information, contrairement à 1945, les chaînes d'information, YouTube, Internet, les réseaux sociaux amplifieraient cette image et ses conséquences. Peut-être qu'après tout, cela conforterait le pouvoir de dissuasion de l'arme nucléaire. En tout cas, c'est une des hypothèses que j'avance dans cet ouvrage, sans avoir bien sûr de certitude. Alors, la théorie de la dissuasion, elle n'a cessé d'être redéfinie. Est-elle encore pertinente aujourd'hui ? Elle est pertinente parce que la dissuasion, c'est un mécanisme psychologique extrêmement simple et que l'on voit. Alors, j'ai envie de vous dire, puisque nous sommes à Radio Notre-Dame, que certains font parfois remonter le concept à la Genèse. Sur l'arbre de la connaissance, Adam et Ève, certains disent c'est peut-être le premier échec de la dissuasion, puisque finalement Adam et Ève n'ont pas été dissuadés de manger les fruits de l'arbre de la connaissance. Et ils ont été bannis, mais l'échec est quand même là. C'est un échec de la dissuasion. Ce que je voulais dire, à moitié en plaisantant, c'est que la dissuasion, c'est un mécanisme psychologique qui est inscrit dans la nature humaine. C'est promettre à un acteur un certain nombre de conséquences pour l'empêcher de commettre tel ou tel acte. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et on le retrouve dans le code pénal, dans l'éducation. Voilà, c'est parce que la dissuasion est un mécanisme extrêmement simple, inscrit dans la nature humaine, il est relativement facile à comprendre. Ce qui a changé avec l'arme nucléaire, c'est que les conséquences de l'acte sont bien sûr beaucoup plus importantes que dans d'autres activités humaines, puisqu'on parle d'engins de destruction massive. Il y a eu des exemples dans l'actualité récente de preuves de cette dissuasion via l'arme nucléaire ? C'est pas la preuve au sens mathématique du terme. C'est un indice, c'est ce que j'appelle des indices de fonctionnement. Je reprends l'exemple de l'Ukraine. D'un côté, la Russie s'abstient de s'attaquer ou d'envahir des pays couverts par l'arme nucléaire, alors qu'elle envahit des pays non couverts par un parapluie nucléaire. De leur côté, les pays de l'OTAN sont prudents dans leur soutien à l'Ukraine, que ce soit une bonne chose ou pas, c'est un autre sujet, et se méfient de l'escalade. Et donc, quelque part, il y a une ombre nucléaire qui s'étend tout autour de l'Ukraine. On voit que l'existence de cette arme, elle modère à la fois le comportement de la Russie et le comportement de l'OTAN, mais elle est aussi, malheureusement, ce qui permet quelque part à la Russie de s'en prendre aussi violemment à un pays non doté de cette arme comme l'Ukraine. Justement, vous parlez du conflit russo-ukrainien. Que pensez-vous de cette Russie qui pointe la menace atomique ? Elle ne la pointe pas tant que ça. C'est une thèse qui me tient à cœur. Je vais à contre-courant de l'idée selon laquelle la Russie agiterait sans cesse la carte nucléaire et la menace nucléaire. Ça ne me semble pas juste. Quand on reprend sans parti pris l'ensemble des déclarations officielles, je dis bien officielles, de la Russie, et quand on regarde ce qu'elle fait ou n'a pas fait dans ce domaine-là depuis le 24 février 2022, eh bien on se rend compte que s'il y a bien un seul, dans lequel M. Poutine s'est montré raisonnable, c'est bien ce domaine-là. Il n'y a pas de menace nucléaire russe avérée à propos de l'Ukraine. Alors il y a bien sûr des déclarations totalement incendiaires de certains responsables russes, mais pas ceux qui sont pas ceux qui sont autorisés à en parler. C'est-à-dire pas Poutine, pas son ministre des Affaires étrangères Lavrov, pas son chef d'état-major des armées ou son ministre de la Défense. Il y a aussi des journalistes qui accueillent des débats. Si nous étions en Russie, nous aurions des débats sur l'arme nucléaire qui seraient autrement plus passionnés que celui que nous sommes en train d'avoir. Il n'y a pas eu non plus de mouvement d'armes nucléaires, de mise en alerte, non. Donc je continue à penser que Poutine, même s'il est totalement déraisonnable, c'est le moins qu'on puisse dire, dans tout son comportement en Ukraine, reste lui aussi
reste relativement raisonnable s'agissant de la manipulation de la menace nucléaire. Et donc, je reste plutôt optimiste vis-à-vis de ce scénario que beaucoup de gens évoquent depuis 2 ans, mais qui me semble encore extrêmement improbable, celui de l'emploi de l'arme nucléaire par la Russie en Ukraine. Des menaces qui sont plus ou moins à prendre au sérieux, finalement. Je ne pense pas qu'il s'agisse de menaces. Je pense que le discours de Poutine, sur les discours, les mentions de l'arme nucléaire par Poutine lorsqu'elles sont faites, eh bien, c'est tout simplement des rappels selon lesquels la Russie dispose de l'arme nucléaire, il ne faut pas trop l'embêter. Mais j'allais dire que les présidents français disent à peu près la même chose. C'est vrai. Donald Trump, lors d'un meeting au cours duquel il a affirmé qu'il encouragerait la Russie à s'en prendre aux pays de l'OTAN si ceux-ci ne payaient pas leur part. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que les Européens doivent désormais, s'ils n'ont pas encore compris, se réveiller, puisqu'il n'est pas du tout dit qu'en janvier 2025, lorsque le prochain président américain entrera en fonction, la protection des États-Unis, conférée par l'Amérique à l'Europe depuis 1949, eh bien, ne sera peut-être plus là. Et donc, ça a des conséquences aussi sur le plan de la dissuasion nucléaire, puisque alors, la France a l'arme atomique, la Grande-Bretagne aussi, mais les autres ne l'ont pas. Et donc, ils sont protégés par le parapluie nucléaire américain. Donc, toute la question qui commence à agiter les chancelleries, c'est de savoir si, en cas d'élection de Donald Trump, si le parapluie nucléaire américain se refermait, est-ce que la France et la Grande-Bretagne pourraient, d'une certaine manière, forcés par les événements, se substituer aux États-Unis dans cette protection nucléaire de l'Europe. C'est un débat qui n'a pas commencé hier soir lors de l'intervention de Donald Trump que vous avez citée, mais c'est un débat qui commence à gagner en importance. La dissuasion est-elle efficace et continuera-t-elle d'assurer la paix à l'avenir ? Est-elle efficace ? Encore une fois, oui, puisque je le pense, puisque il n'y a pas eu de guerre entre grandes puissances d'affrontement militaire direct entre grandes puissances depuis 80 ans. C'est une exception dans l'histoire. Et il est, à mon sens, et c'est un des sujets du livre, il est, à mon sens, très difficile d'expliquer cela par d'autres raisons, par d'autres facteurs que par la dissuasion nucléaire. Après examen, donc, je pense qu'on peut attribuer à l'arme nucléaire ce rôle. Est-ce qu'on a des raisons de penser que ça pourrait changer totalement à l'avenir ? Là encore, après examen, je ne le pense pas. Rien ne remplacera à échéance prévisible les armes nucléaires. Les cyberattaques, ça remplace pas la dissuasion. Je ne vois pas d'évolution technologique ou politique qui soit de nature à affecter profondément la dynamique de la dissuasion telle que je la décris dans le livre. Est-ce que je grossis le trait en disant que finalement, l'arme nucléaire n'est plus un symbole qu'une menace concrète ? Ce sont les deux, parce que ça doit être une menace concrète pour être crédible. Il faut que l'autre partie soit convaincue que vous appuieriez sur le bouton, comme on dit. Sinon, ça ne marche pas. Mais c'est aussi un symbole, et il y a, au-delà de la dissuasion, toute une symbolique de pouvoir autour de l'arme nucléaire. Il y a de plus en plus le développement de ce que j'appelle dans le livre le nationalisme nucléaire, c'est-à-dire que les pays qui se dotent de cette arme, eh bien, sont non seulement fiers de l'avoir fait, mais voient ça comme un statut de grande puissance. Il faut préciser tout de suite que ça a été le cas de la France aussi. Dans les années 1960, la France avait retrouvé, après la décolonisation, son statut symbolique de grande puissance avec l'arme nucléaire, qui est la manifestation de notre indépendance vis-à-vis des États-Unis. C'est important, parce que pour la France, ça a toujours été d'abord et avant tout quelque chose c'est un message au monde qui dit nous ne sommes pas dépendants de l'Amérique pour ce qui est de notre survie. Donc la dimension politique de l'arme nucléaire, qui est celle dont on n'a pas encore vraiment parlé, elle est aussi importante que la dimension purement sécuritaire ou militaire, c'est-à-dire la dissuasion. Justement, quelles conséquences les formes nouvelles de la menace ont-elles au niveau de la conduite des affaires internationales ? Vous parlez de... Je ne suis pas sûr de savoir à quoi vous vous référez. Je voulais revenir sur le point de vue politique. Eh bien, aujourd'hui, je ne vois pas vraiment d'évolution politique qui soit de nature à changer profondément la problématique de la dissuasion nucléaire. Ouais. Non, aujourd'hui, les principales dynamiques qui intéressent la dissuasion, c'est
ce qui se passe, bien sûr, en Europe avec la Russie, l'OTAN et l'Amérique, ce qui se passe, bien sûr, entre la Chine et les États-Unis dans le détroit de Taïwan, la Corée du Nord, la Corée du Sud et l'Amérique, l'Inde et le Pakistan. Voilà, ces dynamiques-là, elles sont présentes depuis très longtemps. Je ne vois pas vraiment d'évolution de nature à transformer la problématique de la dissuasion. Est-ce qu'il y a un langage finalement qui devrait être adopté par nos politiques et ne pas parler de l'arme nucléaire à la légère comme ça peut arriver de temps en temps? Oui, très clairement. Je crois que de ce point de vue-là, les responsables occidentaux n'ont pas toujours effectivement la sagesse qui consiste à parler de cette arme avec une forme de respect. Donald Trump lui-même, quand il était président, s'est laissé aller à un langage un peu curieux sur beaucoup de choses, mais sur l'arme nucléaire aussi. Il faut montrer que, j'allais dire, le respect, il ne s'agit pas de respecter l'arme nucléaire, il s'agit de montrer que vous êtes en possession de quelque chose de terrifiant et vous avez pleinement conscience de cette responsabilité. En France, on peut même dire que parfois, Emmanuel Macron s'est laissé aller à un langage un peu imparfait, un peu imprécis sur la dissuasion nucléaire quand il avait, à la télévision française, il y a un peu plus d'un an, évoqué le scénario d'une arme nucléaire qui exploserait en Ukraine. Et on lui avait dit « Qu'est-ce que vous feriez ?» Il avait dit rien. Et là, on voit que cette réponse un peu improvisée n'était pas totalement satisfaisante sur le plan de la dissuasion, parce qu'il faut quand même laisser l'adversaire potentiel, en l'espèce la Russie, dans une sorte d'incertitude quant à ce que vous feriez ou pas. Il reste que, bien sûr, l'Ukraine n'est pas couverte par le parapluie nucléaire français. Je précise que ça a été la seule occasion lors de laquelle Emmanuel Macron a été un petit peu imprécis ou léger vis-à-vis de la dissuasion nucléaire, mais qu'il me semble pleinement conscient de ses responsabilités pour le reste. Cette menace nucléaire qui est pointée parfois, ça brouille un peu les relations politiques, les relations internationales entre les pays, entre la France et la Russie, par exemple. Non, je crois que au contraire, ça les clarifie. Vous savez, au début de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron, dans le plus grand secret, puisque ça n'a pas été annoncé officiellement, même si la presse en a fait état, a mis en alerte une partie de la force nucléaire française, une partie plus importante que d'habitude de la force nucléaire française. C'est-à-dire qu'il a demandé à ce que 3 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les sous-marins porteurs donc de missiles nucléaires, soient mis à la mer, alors que d'habitude c'est 1. On en a 4. D'habitude, il y en a 1 en permanence à la mer, parfois 2, mais là, c'était 3 d'un coup. Ça n'était pas arrivé depuis 40 ans. Je précise que je n'ai pas que tout ceci a été évoqué publiquement, mais n'a jamais été confirmé officiellement par l'Élysée. De quoi s'agissait-il ? Il s'agissait d'envoyer un message à Vladimir Poutine qui consistait à dire nous entrons dans une nouvelle donne. Nous voulons, la France, être pris au sérieux dans ce dialogue stratégique que nous avons avec vous, la Russie, et pour vous montrer cela, nous réaffirmons notre statut de puissance nucléaire. Est-ce qu'on peut dire que les formes de guerre se sont diversifiées au fil des ans avec cette nouvelle arme, et cette nouvelle arme de dissuasion est nucléaire finalement? Oui, mais en fait, la diversification des formes de la guerre, elle est constante, elle est permanente, et l'arme nucléaire n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Ce que l'on constate, c'est que sous la voûte nucléaire, comme disent certains, la guerre continue d'exister, elle continue de se diversifier, mais elle ne monte jamais aux extrêmes, dès lors, bien sûr, qu'on est dans un conflit où la dissuasion joue directement. Encore une fois, quand on voit ce qui se passe en Ukraine ou à Gaza, la dissuasion nucléaire n'est pas directement concernée. Je le répète, si la Russie se permet de faire toutes les horreurs qu'elle commet en Ukraine, c'est aussi parce qu'elle est porteuse de l'arme nucléaire et qu'elle sait qu'on ne va pas, nous, pays européens, pays de l'OTAN, pays occidentaux, intervenir directement. Vous dites dans votre livre que l'arme nucléaire reste l'axe du monde. C'est une expression forte. Oui, je détourne la formule de Charles de Gaulle qui disait que l'épée reste l'axe du monde. C'est une manière de dire qu'aujourd'hui, en 2024, les rapports de force entre grandes puissances ne sont pas seulement déterminés par les équilibres militaires traditionnels, mais qu'il y a quelque chose de particulier avec la possession de l'arme nucléaire. C'est-à-dire que tous
tous les grands acteurs internationaux sont dotés de l'arme nucléaire, et il y a une sorte de club des dirigeants de puissance nucléaire, et on ne parle pas à une puissance nucléaire comme à une autre. Une rencontre Macron-Poutine ou Poutine-Kim Jong-un, c'est une rencontre entre dirigeants de puissance nucléaire, et ça compte, j'allais dire, dans les têtes également. Donc c'est vrai que dans un monde dominé par ce que j'appelle, dans un autre ouvrage, le retour de la géopolitique et le choc des empires, dans ce monde-là, l'arme nucléaire reste un marqueur particulièrement important des relations internationales, ce qui n'existait pas par définition avant 1945. Est-ce que l'avenir pourrait nous voir arriver d'autres pays dotés de l'arme nucléaire ? Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, parce qu'il me semble que la prolifération nucléaire est maintenant tellement contrôlée, qu'elle est tellement... que les menaces de sanctions contre les pays qui voudraient se doter de cette arme de manière illégale sont suffisamment robustes pour que la prolifération reste limitée. Je ne connais pas de pays, à part le cas bien connu de l'Iran. Il n'y a pas de pays aujourd'hui qui ait à la fois la capacité et la volonté, à mon sens, de se doter de l'arme nucléaire dans un délai relativement bref. Par exemple, quand on parle parfois du Japon ou de la Corée du Sud qui pourrait... si le parapluie américain... Oui, mais je crois que c'est sous-estimé aussi le tabou nucléaire qui existe. On ne se dote pas de l'arme nucléaire facilement aujourd'hui, pour des raisons pas seulement techniques et financières, mais aussi politiques et économiques. Alors évidemment, si un Trump arrivait et qui disait désormais... nous ne protégeons plus ni les Japonais ni les Sud-Coréens, la question serait posée. Mais en tout cas, aujourd'hui, le risque de prolifération nucléaire, Iran excepté, me paraît beaucoup plus limité que ce qui était le cas il y a 15 ou 20 ans. Nous ne sommes pas au bord d'une guerre nucléaire. Je ne le pense pas. Merci Bruno Tertrais. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, expert associé à l'Institut Montaigne, et vous publiez ce passionnant ouvrage Pax Atomica, théorie, pratique et limites de la dissuasion. C'est aux éditions Odile Jacob. Vous étiez l'invité de la rédaction ce lundi 12 janvier sur Radio Notre-Dame. Merci encore d'avoir été avec nous.